La jungle amazonienne ne ressemble à aucune autre forêt de la planète. C'est un organisme vivant qui couvre la moitié de la superficie de l'Europe, où chaque créature chasse ou se cache du chasseur. Il n'y a pas de territoire neutre ici. Les cimes des arbres se rejoignent à 50 mètres de hauteur, plongeant le sol en dessous dans une pénombre éternelle. Dans cet endroit, les sons sont souvent trompeurs. Le rugissement d'un jaguar peut être entendu à 1 kilomètre de distance, tandis que les serpents venimeux rampent silencieusement. Les tribus locales le disent simplement. La jungle vous laissera partir ou vous gardera pour toujours. Les services de recherche et de sauvetage brésiliens accordent exactement 5 jours aux personnes perdues dans cet enfer vert. Passé ce délai, l'opération est annulée. Non par cruauté, mais par compréhension des statistiques. Dans une jungle de cette taille, trouver un avion accidenté est plus compliqué que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Le matin du 28 janvier 2021, Antonio Senna, pilote de 35 ans, a décollé à bord de son Cessna et a mis le cap sur l'un des points les plus reculés de cet océan vert. Quelques heures plus tard, il a tout simplement disparu des radars. Pour Antonio et pour les services qui se sont précipités à sa recherche, un compte à rebours de 5 jours a commencé. Il n'était ni un touriste ni un aventurier. Antonio Senna était un pilote professionnel de petits avions qui a grandi à Santarém, une ville située au confluent des grands fleuves Amazone et Tapajós. Il connaissait ce ciel et cette forêt. Son carnet de vol indiquait 2400 heures de vol. C'était un pilote expérimenté et sûr de lui. Il y a quelques années, il a décidé de troquer le ciel contre la terre ferme. À la recherche d'une vie plus stable, Antonio a ouvert un petit restaurant dans sa ville natale. C'était un établissement modeste mais honnête, qui accueillait des travailleurs comme lui. Mais la pandémie a frappé. Comme des millions d'autres personnes, Antonio a tout perdu. Les mesures de confinement strictes au Brésil ont détruit son entreprise. Il s'est retrouvé dans une situation financière difficile, incapable de couvrir même ses dépenses de base. Le désespoir l'a contraint à retourner dans le cockpit et il était prêt à accepter n'importe quel travail. On lui a proposé un emploi de chauffeur de taxi aérien pour les garimpeiros. La décision fut difficile à prendre. Les garimpeiros, ces chercheurs d'or illégaux, étaient un véritable fléau pour l'Amazonie. Ils abattaient des forêts protégées, envahissaient les terres indigènes et empoisonnaient les rivières avec du mercure. Antonio, qui avait grandi ici, le comprenait mieux que quiconque. Mais le désespoir l'emporta sur sa conscience. Et pas seulement le désespoir. On lui avait promis 1600 réés pour ce seul voyage. C'était de l'argent facile et sale, une somme qui pouvait couvrir ses dettes les plus urgentes et donner un peu de répit à sa famille. C'était le prix de son compromis. Il accepta à contre-cœur. Le 28 janvier 2021, 2 jours avant son 36e anniversaire, il se préparait pour son premier voyage en solo pour ses nouveaux employeurs. La tâche consistait à transporter une cargaison d'Alenquer à la mine illégale de Californie, cachée au cœur de la réserve de Maicuru. Le travail qu'il avait accepté pour survivre dans le monde des humains s'apprêtait désormais à le tuer dans le monde de la jungle. Le matin du 28 janvier, Antonio Senna a fait rouler son Cessna de 48 ans sur la piste d'Alenquer. L'avion était lourd, des barils de carburant diesel étaient arrimés dans la soute, juste derrière lui. L'avion a décollé et le vol a commencé normalement. En dessous, s'étendant à l'horizon, se trouvait l'océan vert infini de l'Amazonie. Pour un pilote qui avait passé 2400 heures dans les airs, c'était presque une routine. Le soleil brillait et le moteur ancien mais fiable de l'avion ronronnait doucement. À ce moment-là, Antonio se sentit soulagé. Après des mois de désespoir au sol, il était de retour dans son élément. Il faisait ce qu'il savait faire de mieux et était payé 1600 réés pour cela. Il volait à 900 mètres, l'altitude idéale pour un vol à vue au-dessus de ce tapis infini. Il était en harmonie avec la machine et le ciel, accomplissant son travail douteux mais nécessaire. Et à ce moment précis, le moteur cala. Il n'y avait pas de panique dans le cockpit, seulement le calcul froid, presque stérile, d'un professionnel. Le ronronnement régulier fit place à un silence de mort, seulement rompu par le sifflement du vent. 3 minutes et demie. C'était précisément le temps qu'il lui restait avant que la machine incontrôlable, remplie à ras-bord de carburant, ne touche le sol. Les doigts d'Antonio se dirigèrent instinctivement vers les commandes, essayant de redémarrer le moteur et de changer de réservoir de carburant. C'était inutile. L'avion de 48 ans était devenu un planeur de 1,5 tonnes. Il saisit la radio portable et appuya sur le bouton. Sa voix était parfaitement calme. «
Mayday, 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 ici PTIRJ, je répète en lettres. Papa, Tango, India, Roméo, Juliette. Je suis en train de tomber entre Allen Care et California Strip. Il lâcha la radio. Toute son attention était désormais concentrée sur le pare-brise. Sous lui s'étendait un tapis vert à perte de vue. Un mur solide d'arbres de 50 mètres de haut qui déchiquetterait l'avion au moindre contact. Il ne cherchait pas une piste, mais une anomalie. Une clairière, une rivière, au moins un marécage. N'importe quel endroit où les arbres n'étaient pas aussi hauts. Et il le vit. Il n'avait pas le temps de l'évaluer, seulement d'agir par instinct. Une petite vallée où les arbres semblaient de moins hauts. Son regard s'arrêta sur la silhouette familière des cimes. C'étaient des palmiers. Une pensée salvatrice lui traversa l'esprit. Des palmiers, ça veut dire de l'eau. L'eau signifiait un sol plus meuble, argileux ou marécageux. C'était sa seule chance. Il dirigea le Cessna droit vers cette étroite clairière. La collision ne fut pas une explosion, mais un crissement monstrueux et assourdissant. L'avion ne heurta pas le sol, il traversa la canopée de la jungle. Antonio entendit le métal du fuselage se déchirer contre des branches aussi épaisses que des poteaux télégraphiques. Il sentit les branches épaisses se briser, arracher les ailes et ralentir la chute. L'avion fut ballotté et tordu jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement, le nez en premier, dans l'argile rouge parmi ces mêmes palmiers. Le silence s'est installé. D'une manière ou d'une autre, il avait survécu. Le silence a été immédiatement rompu par un autre bruit, un sifflement, et une odeur âcre et piquante qui a dominé même l'odeur de la terre humide. La cargaison. Les barils dans la soute s'étaient fissurés. 600 litres de carburant diesel se déversèrent, inondant la cabine et trempant instantanément ses vêtements. Il était couvert de carburant de la tête aux pieds. L'avion s'était transformé en bombe à retardement, tic-tacant sous la chaleur du moteur brûlant. Antonio détacha sa ceinture de sécurité. Il ne ressentait aucune douleur, seulement une montée d'adrénaline. Miraculeusement, la porte n'était pas bloquée. Il agit par pur instinct, sans réfléchir, juste en agissant. Il attrapa son sac à dos personnel qui se trouvait à proximité, se précipita hors du cockpit dans la boue et courut. Il ne regarda pas en arrière. Il courut simplement, trébuchant sur les vignes et les racines, se frayant un chemin à travers les broussailles épaisses aussi vite qu'il le pouvait. Quelques minutes plus tard, la terre trembla. Le Cessna explosa. Une boule de feu et une colonne de fumée noire s'élevèrent au-dessus du dôme vert. Antonio s'effondra sur le sol, le cœur battant à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline. Il était en état de choc, mais indemne. Pas une seule fracture, juste des écorchures. Il regarda autour de lui l'endroit où il était tombé. Une vallée avec des palmiers, de l'argile rouge et l'épave en feu de l'avion. Il ouvrit son sac à dos pour faire un rapide inventaire. Tout ce dont il avait besoin pour survivre en Amazonie, 3 bouteilles d'eau, 4 canettes de soda, un petit sac de pain, un couteau de poche, de la corde, une trousse de premier secours, une lampe de poche et un téléphone portable dont la batterie était presque à plat. Et 2 briquets. Il était seul, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, et son compte à rebours de 5 jours avait commencé. Antonio Cena, couvert de diesel et de boue, était sûr d'être seul. Il ne pouvait pas savoir avec certitude que son dernier message désespéré, envoyé quelques instants avant la collision, avait réussi à traverser les interférences et le tapis vert. Son Mayday avait été entendu. Le signal Papa Tango, India, Roméo, Juliette a été enregistré. Alors qu'Antonio Cena reprenait ses esprits, regardant l'avion en feu, une opération de grande envergure était déjà en cours dans les centres de commandement. L'armée de l'air brésilienne a pris les choses en main. Il ne s'agissait pas d'une tentative symbolique. Des avions de patrouille spécialisés, conçus pour scanner de vastes zones, ont été envoyés dans les airs. Les équipages ont travaillé par équipe, cartographiant des secteurs de recherche précis en se basant sur la dernière position connue d'Antonio et son message radio. Au total, les pilotes passeront 86 heures de vol dans les airs au cours de la semaine suivante. Ils passeront méthodiquement au peigne fin une zone de 13 000 km². Cette zone est plus grande que la Jamaïque. Pour Antonio Cena, qui passait sa première nuit dans la jungle, ces chiffres étaient inconnus. Il ne savait rien de l'ampleur de l'opération, ni que des gens le recherchaient. Il ne savait qu'une seule chose, il avait envoyé un signal de détresse. Et dans l'aviation, cela signifie que les secours sont en route. Il devait juste tenir bon. La première nuit a été la pire. Le choc s'est estompé, laissant place à la réalité. Il l'a passé assis par terre, adossé à un arbre, à quelques centaines de mètres de l'épave qui fumait encore.
Ses vêtements étaient imprégnés de gazole, dont l'odeur âcre semblait avoir pénétré sa peau. Puis vinrent les bruits. L'Amazonie n'est pas un endroit calme. C'est une cacophonie assourdissante de chants d'insectes, de cris d'oiseaux lointains et de bruissements dans les sous-bois qui lui coupèrent le souffle. Il se trouvait dans un monde de prédateurs où chaque ombre semblait menaçante. Mais il survécut à la nuit. L'aube apporta non seulement l'espoir, mais aussi un plan. Il était pilote. Il avait été formé pour survivre. Règle numéro 1. Rester sur le lieu de l'accident. La fumée provenant de l'épave était le meilleur repère. Il installa son campement. C'était une exagération. À l'aide de son couteau et de sa corde, il construisit un abri rudimentaire à partir de feuilles de palmier pour se protéger des averses tropicales quasi quotidiennes. Il s'imposa un régime alimentaire strict. Le pain, qui commença rapidement à moisir dans le climat humide, fut épuisé dès le 2e jour. Mais il avait 4 canettes de soda et 3 bouteilles d'eau. Il les fit durer en ne buvant que quelques petites gorgées par jour. Il trouva un ruisseau qui coulait dans la vallée. L'eau était trouble, mais c'était de l'eau. Le 2e ou 3e jour, il l'entendit. Un grondement. Ce n'était pas le rugissement de la jungle. C'était le bruit d'un moteur d'avion. L'espoir le frappa comme un choc physique. Ils sont là. Il se précipita dans l'espace ouvert près de l'épave fumante. Il fit des signes. Il cria de toutes ses forces, même s'il savait qu'il ne l'entendrait pas. L'avion passa quelque part sur le côté et le bruit s'estompa. Il avait désormais un objectif. Il devait se rendre visible. Il commença à ramasser du bois. C'était extrêmement difficile. Tout autour de lui était humide. À l'aide de 2 briquets, il tenta d'allumer un feu de signalisation, ajoutant des feuilles fraîches pour rendre la fumée plus épaisse. Mais la canopée de 50 mètres de haut lui était défavorable. La canopée dense dispersait la fumée, l'empêchant de s'élever en une colonne claire. Pendant les jours suivants, il vécut selon ce rituel. Il entendait des avions plusieurs fois par jour. À chaque fois, c'était la même course désespérée. Allumer un feu, courir vers la clairière, agiter les bras, crier. Ils passaient au-dessus de lui, parfois plus près, parfois plus loin. Il les voyait, ces points argentés qui transpercèrent le ciel, mais eux ne le voyaient pas. Le 7e jour, Antonio entendit un grondement juste au-dessus de sa tête. C'était si proche que cela semblait faire trembler les feuilles. C'était sa chance. Il bondit hors de sa cachette, agitant les bras. Il cria jusqu'à en avoir la voix rauque. Il regarda droit vers l'avion qui survolait sa vallée. Il était sûr qu'il l'avait vu cette fois. Il attendit que l'hélicoptère incline son aile. Mais l'avion continua à voler sans s'arrêter, et disparut à l'horizon. Dans ce même cockpit, à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, les pilotes de l'armée de l'air brésilienne scrutaient une autre partie du tapis vert à l'aide de puissants télescopes. Ils ne voyaient que des arbres. Une masse verte dense, infinie et uniforme. Pas de fumée, pas de bâches, pas de reflets métalliques. Le soir même, les équipages reçurent de nouveaux ordres. Après 86 heures de vol et 13 000 km² parcourus, l'armée de l'air brésilienne annonça officiellement la suspension de la phase active des opérations de recherche et de sauvetage du pilote Antonio Senna. Ce n'était pas un acte de cruauté, c'était un calcul froid et impersonnel connu sous le nom de normes internationales. C'est un calcul sinistre dans lequel la vie humaine est réduite à un graphique. Les sauveteurs savent qu'un crash de Cessna à une hauteur de 900 mètres entraîne presque toujours des blessures mortelles. Ils savent que sans eau potable, le corps humain survit rarement plus de 72 heures. Et ils savent que l'Amazonie n'est pas un territoire neutre, une humidité de 100%, le risque d'infection et les prédateurs accélèrent le processus. Au 5e jour, selon ces protocoles impitoyables, la courbe de probabilité de survie d'Antonio Senna était tombée à presque 0. Dans les rapports, il n'était plus un pilote disparu. Il était devenu une perte statistique. À partir de ce moment, toute opération supplémentaire serait considérée non pas comme le sauvetage d'une personne vivante, mais comme une recherche coûteuse de restes humains. Les statistiques avaient gagné. Le 8e jour, Antonio s'est réveillé avec une sensation inhabituelle. Tout était silencieux. Pas le silence de la jungle, mais le silence du ciel. Pour la première fois depuis une semaine, il n'entendait pas le bourdonnement des avions. Il a attendu 1 heure, puis une autre. Il tendait l'oreille si intensément que ses oreilles sifflaient. Les avions ne survolaient plus la région. Antonio Senna s'assit sur le sol humide. À ce moment-là, il comprit. Il ne le cherchait plus. Le monde auquel il avait désespérément envoyé des signaux pendant une semaine entière l'avait officiellement déclaré mort.
Le silence qui s'était abattu sur le ciel le 8e jour était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Le rôle du pilote accidenté était terminé. Rester près de l'épave, seul repère dans cet océan vert, signifiait désormais simplement attendre que la jungle l'engloutisse vivant. La décision de quitter l'avion était une violation de toutes les règles de survie qu'on lui avait enseignées. Mais Antonio savait quelque chose que les sauveteurs ignoraient. Il était vivant. Son regard se posa sur son sac à dos, sur son téléphone portable. La batterie était presque à plat. Il l'alluma, peut-être pour la toute dernière fois. Il n'y avait bien sûr aucun signal. Mais il n'avait pas besoin de signal. Il avait besoin d'une carte. Il ouvrit l'application de géolocalisation. Et comme par miracle, la mémoire cache de l'appareil avait enregistré le seul fragment essentiel d'une carte de la région. Ce n'était pas une carte topographique détaillée, mais elle contenait les informations les plus importantes. Sa position approximative était indiquée par un point bleu et une fine ligne bleue. À 60 km à l'est coulait le fleuve Paru. 60 km. Dans le monde ordinaire, cela représente 1 heure de route. En Amazonie, sans machette, sans nourriture et sans sentier, cela équivalait à un voyage sur la Lune. Mais c'était l'objectif. En Amazonie, un fleuve est une autoroute. Ce sont des pêcheurs. Ce sont des villages. C'est la vie. Il ne se contenta pas de regarder la carte. Il la fixa, forçant son cerveau à mémoriser chaque courbe, à estimer la distance approximative et, surtout, à fixer la direction. Puis l'écran clignota et s'éteignit pour toujours. Antonio Senna se leva. Tout ce qui restait de l'épave était ce qui ne pouvait être emporté, tout ce qui le reliait à sa vie passée. Seul un couteau, une corde, une torche, des bouteilles d'eau vides et 2 briquets trouvèrent place dans son sac à dos. Le rôle du pilote attendant les secours était terminé. Le voyage d'un fantôme marchant vers l'est commençait. Le voyage commença, et la jungle démontra immédiatement à quel point ses espoirs étaient naïfs. Son projet de simplement aller vers l'est était celui d'un homme venu d'un autre monde. Ici, sous une voûte dense de cimes d'arbres, régnait un crépuscule éternel. La position du soleil ne pouvait être devinée que pendant quelques heures après l'aube, lorsqu'il était bas. Cela déterminait son rythme insupportable. Il ne marchait que le matin. Mais ce n'était pas marcher. C'était une bataille quotidienne de plusieurs heures contre la forêt. Il se frayait un chemin à travers des rideaux de lianes, aussi tranchantes que du fil de fer rouillé. Il escaladait des troncs géants tombés au sol, glissant à cause de la mousse. Il s'enfonçait jusqu'à la taille dans des marécages pourrissants qui sentèrent le soufre. Son couteau de poche était son seul outil, mais il était presque inutile contre cet élément. En 3 ou 4 heures, il parcourait au mieux 1 kilomètre. Et pendant tout ce temps, il était mouillé. Dans la jungle, on n'est jamais au sec. S'il n'y avait pas eu d'averse tropicale, l'air aurait été tellement saturé d'humidité qu'elle se serait transformée en condensation sur la peau et les vêtements. Ses bottes, constamment remplies d'eau, sont devenues un instrument de torture. La peau de ses pieds a commencé à pourrir, à blanchir et à peler. Il développait ce qu'on appelle le pied des tranchées, une affection lente et douloureuse. L'humidité attirait les insectes. Il ne s'agissait pas seulement de moustiques. C'était des essaims, des nuages, un voile vivant et bourdonnant qui le recouvrait dès qu'il s'arrêtait de bouger. Il apprit à craindre non seulement ce qui bourdonnait, mais aussi ce qui rampait. Il savait ce qu'était un tokandira, une fourmi-balle géante. Une seule piqûre équivalait à un coup de feu, suivi de 8 heures d'agonie, de douleurs paralysantes et de fièvre. Après le déjeuner, lorsque le soleil montait plus haut et disparaissait derrière le feuillage, il arrêtait sa randonnée. La deuxième partie de son travail quotidien commençait, la recherche d'un abri. La peur devint son premier professeur. La nuit, il entendait les jaguars. Il ne les voyait jamais, mais une fois, lorsqu'il descendit au ruisseau, il se figea. L'air était saturé de l'odeur âcre et cuivrée du sang séché. Le prédateur était tout près et venait de se régaler. À partir de ce jour, sa tactique devint un rituel. Il descendait au ruisseau, buvait, remplissait ses bouteilles et repartait immédiatement. Il forçait son corps épuisé à gravir la colline la plus proche, aussi loin que possible du lit de la rivière où chassèrent les prédateurs. Et c'est seulement là, sur la montagne, qu'il commençait à construire son abri primitif à partir de feuilles de palmier. Cela lui procurait un sentiment de sécurité fragile, mais vital. Il y avait de l'eau, mais son corps se consumait. La faim, qui était un besoin, se transforma en une douleur chronique et lancinante, puis en une obsession. Son esprit commença à le trahir.
Les motifs sur l'écorce des arbres se mirent soudain à former dans son imagination le menu de son ancien restaurant. Il pouvait fixer une feuille pendant des heures, se convainquant qu'il s'agissait d'un morceau de pain. Le salut vint de la source la plus inattendue. Il vit une troupe de singes araignées. Ils couraient dans les branches, criant et mangeant des fruits roses vifs. Antonio se figea et les observa. Il les observa pendant plusieurs heures. Les singes ne semblaient pas malades. Finalement, il se décida. Il trouva le même arbre et cueillit un fruit. Il était petit. Il était résineux, avec une odeur âcre, mais, comme il s'avéra, comestible. Il devint son aliment principal. Mais cela ne suffisait pas. Il avait besoin de protéines. Il a commencé à scruter instinctivement le sol en regardant les broussailles. Dans des nids peu profonds, au sol se trouvaient de gros œufs, bleus vifs. C'étaient des œufs d'oiseaux nambus. C'était un coup de chance rare. Il les a mangés crus. Trouver un tel nid signifiait un jour de vie supplémentaire. Cependant, les singes n'étaient pas seulement son salut, mais aussi sa malédiction. Ils étaient extrêmement territoriaux. À plusieurs reprises, en installant son campement, il envahit leur territoire. La troupe encercla son abri, poussant des cris assourdissants et furieux. Ils secouaient des branches et lui jetèrent des bâtons, essayant de chasser l'étranger. Affaibli, il ne pouvait que se blottir sous son auvent jusqu'à ce qu'il se lasse. Les jours se confondaient en un cauchemar vert et humide sans fin. Le matin, il se dirigeait vers l'est. L'après-midi, il trouvait de l'eau, gravissait une colline et construisait un abri. Le soir, il cherchait du breu ou, s'il avait de la chance, des œufs de nambu. Et pendant les heures vides, trop nombreuses, la solitude s'installait. Le silence était plus oppressant que le rugissement des jaguars. Pour ne pas devenir fou, il se mit à parler. D'abord avec lui-même, discutant de son plan, puis avec sa famille. Il avait de longues conversations détaillées avec sa mère, lui promettant qu'il rentrerait bientôt à la maison. Ses fantômes devinrent ses seuls compagnons. Les promesses qu'il avait faites à sa famille ne suffisaient plus à faire avancer son corps. Privé de calories, celui-ci entra dans sa phase finale, commençant à se dévorer lui-même. D'abord la graisse disparut, puis la jungle sembla s'emparer des muscles eux-mêmes. Antonio fondait littéralement. 28 jours de marche épuisante lui avaient fait perdre 25 kilos, transformant un homme de 35 ans, autrefois fort, en un squelette recouvert de peau. Ses muscles s'étaient atrophiés à tel point que marcher était devenu une série de chutes contrôlées et les vertiges constants étaient depuis longtemps devenus la norme. Puis la nourriture a complètement disparu. Pendant 3 jours consécutifs, les recherches n'ont rien donné. Pas un seul fruit, pas un seul nid. Les singes, ses guides involontaires, avaient également disparu. La seule chose qui le maintenait en vie était sa volonté déclinante et l'eau trouble des ruisseaux. Au 35e jour de sa survie, le système qui avait fonctionné à la limite de ses capacités pendant si longtemps a finalement lâché. Alors qu'il traversait une zone relativement plate, ses jambes ont simplement cédé, comme si elles avaient été soudainement coupées. Son corps s'est effondré sur le sol humide. Son esprit, toujours lucide, a désespérément essayé d'ordonner à ses jambes de se relever, mais elles ne lui obéissaient plus. Il était à bout de force. Cela semblait être la fin. Et pourtant, la routine qui s'était ancrée dans son cerveau au cours du dernier mois s'est avérée plus décisive que le fatalisme. Il était impossible de marcher, mais il restait une dernière option : ramper. Rassemblant ses dernières forces, il obligea son corps à accomplir le rituel familier. Il rampait jusqu'au palmier. Déjà allongé sur le côté, les mains tremblantes et engourdies, il réussit tant bien que mal à construire son dernier abri rudimentaire. Ce n'était plus un abri pour la nuit. C'était une admission silencieuse de sa défaite, un endroit choisi pour mourir. Il rampait dessous. Tout ce qui pouvait être fait avait été fait. Le voyage de 28 jours à travers l'enfer était terminé. L'enfer avait gagné. Il n'y avait pas de panique. Au contraire, un calme profond, presque glacial, s'empara de lui. Ses pensées se tournèrent vers sa famille, vers sa mère. Il murmura une prière et ferma les yeux, abandonnant véritablement la situation pour la première fois en 35 jours. Il était allongé dans un silence assourdissant, dans cet état crépusculaire où le corps s'est complètement abandonné et où l'esprit commence à s'éteindre. Et à travers ce bourdonnement de fatigue dévorante, quelque chose de complètement étranger le transperça comme une aiguille. C'était un son qui n'avait pas sa place dans cette forêt. Ce n'était pas le rugissement d'un jaguar ni le cri des singes, mais un crissement aigu, mécanique et intermittent. Le bruit d'une tronçonneuse. Pendant une fraction de seconde, sa conscience s'est réveillée, mais elle s'est immédiatement évanouie à nouveau. Son cerveau, épuisé par 35 jours de famine,
lui avait déjà joué de nombreux tours cruels, lui faisant voir des festins et des banquets sur les motifs de l'écorce des arbres. Rien ne garantissait que ce son n'était pas une autre hallucination, la dernière, un salut d'adieu de sa conscience mourante. Le bruit s'arrêta, le laissant dans un silence encore plus profond, mais reprit 1 minute plus tard. Il était trop régulier, trop méthodique pour être une illusion. Il était réel. Il y avait des gens là-bas. Antonio leva les yeux vers le ciel, où le crépuscule s'installait déjà à travers les rares trouées dans la cime des arbres. Partir maintenant, dans son état, dans l'obscurité, signifiait une mort certaine. Il s'était perdu, était tombé dans un ravin et s'était cassé la jambe à 2 doigts du salut. Il dut prendre la décision la plus douloureuse de toute son épreuve. Il allait attendre. Il allait passer une autre nuit dans l'agonie à écouter l'obscurité, priant pour que ce bruit ne soit pas un fantôme. Si c'était une hallucination, il mourrait ici avant l'aube. Si ce bruit était réel, c'était sa dernière chance. La nuit était interminable, s'étirant dans le supplice de l'espoir. Le matin du 36e jour, il resta immobile, effrayé à l'idée de respirer, à l'écoute. Silence. 1 heure passa. 2. Et puis, à nouveau, le même cri, assuré et proche. Il venait de l'est, de la direction même vers laquelle il rampait désespérément. Antonio Senna rassembla ce qu'on ne pouvait plus appeler de la force. C'était de la volonté pure et concentrée. Il lutta pour se mettre à 4 pattes et ramper vers le son qui était devenu sa seule réalité. Rampant à travers un autre rideau de vigne vers le son, Antonio se figea. Devant lui, dans une petite clairière, se trouvait une bâche bleue sous laquelle se trouvaient des paniers de châtaignes brésiliennes et des outils. Non loin de là, dos à lui, un homme travaillait, et le rugissement de la tronçonneuse couvrait complètement le bruit de ses pas. Antonio essaya de crier, mais seul un gémissement rauque et à peine audible s'échappa de sa gorge desséchée et enflammée. L'homme, sentant peut-être quelque chose, éteignit la tronçonneuse. Il se retourna et se figea. Un inconnu le fixait depuis les sous-bois. Son état était choquant. Les yeux enfoncés, les vêtements réduits en lambeaux et le corps émacié par 36 jours de famine. Antonio tituba vers lui. Il pouvait à peine parler, mais il rassembla ses dernières forces pour s'expliquer. Il dit qu'il était pilote, Antonio Senna, que son avion s'était écrasé, il y a 36 jours. Pendant un instant, le silence régna. Puis le ramasseur de châtaignes, réalisant ce qu'il avait vu, laissa tomber son outil et cria pour appeler les autres. 1 seconde plus tard, d'autres personnes sortirent en courant de la forêt. Elles l'entourèrent et l'assirent par terre. Quelqu'un lui tendit une gourde d'eau. C'était la première eau propre qu'il buvait depuis des semaines, qui ne provenait pas d'un ruisseau boueux, et la première sensation qui n'était pas associée à la douleur. C'était une famille de cueilleurs de châtaignes dirigée par Maria Jorge dos Santos Tavares, âgée de 67 ans. Ils le regardèrent et pleurèrent. Et ici, dans ce coin reculé du globe, 2 histoires parallèles de désespoir se sont croisées. Antonio s'est retrouvé dans cette région sauvage parce que la pandémie avait détruit son restaurant et l'avait contraint à accepter un travail mortel. Maria Jorge, comme on l'apprit plus tard, n'était pas venue dans cette partie de la jungle depuis 3 ans. Elle et sa famille étaient revenues ici, dans cette région dangereuse et reculée, uniquement parce que son mari était mort pendant la même pandémie, laissant la famille criblée de dettes. 2 victimes d'une catastrophe mondiale poussées au même endroit dans la forêt sauvage pour se sauver mutuellement. Maria le traitait comme son fils. Elle lui donna immédiatement des vêtements propres et de la nourriture, un peu de manioc bouilli et des châtaignes. Cependant, elle le nourrissait petit à petit avec une attention maternelle, sachant qu'une grande quantité de nourriture tuerait son corps émacié. Maria avait un émetteur radio amateur dans le camp. Elle contacta sa fille Myriane dans le village le plus proche, Laranjal do Jari. Myriane appela immédiatement Rolène, la mère d'Antonio. La première réaction fut prévisible. Rolène ne la crut pas. Elle décida qu'il s'agissait d'une blague cruelle et inconcevable. Son fils était mort. L'armée de l'air brésilienne avait officiellement suspendu les recherches 1 semaine auparavant. Les sauveteurs, qui avaient entendu cela à la radio, comprirent ce qui se passait. Ils demandèrent à Antonio quelque chose que seule sa famille pouvait savoir. Par l'intermédiaire de Myriam, ils transmirent un seul mot à sa mère par radio, le surnom de son chien, Concho. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne qui sembla durer une éternité. Puis vinrent des sanglots mêlés d'incrédulité, de choc et d'un soulagement sans bornes. La machine de sauvetage, qui avait été arrêtée quelques semaines auparavant, se remit en marche. Mais cette fois, ce n'était pas l'armée de l'air brésilienne.
Le signal avait été reçu par la police d'État. Quelques heures plus tard, ce qui semblait être un autre rêve pour Antonio, un hélicoptère de la police apparut au-dessus du camp des cueilleurs. Les pales de l'hélicoptère fendaient l'air au-dessus de sa tête. Antonio, trop faible pour marcher seul, fut soigneusement hissé à bord. Décollage. À travers la fenêtre, le tapis vert de la jungle qui avait été sa prison pendant 36 jours commença enfin à rétrécir et à s'éloigner. La nouvelle de son sauvetage s'est répandue plus vite que l'hélicoptère. Lorsqu'il a atterri à l'aéroport de Santarém à 15h45, le chaos régnait déjà sur le tarmac. Des caméras de télévision, des journalistes, des amis et sa famille l'attendaient. Dès que l'hélicoptère a touché le sol, son frère Thiago et sa sœur Mariana se sont précipités vers lui. Les caméras de télévision brésiliennes ont immortalisé ce moment. La porte s'ouvre et ses frères et sœurs voient l'homme qu'ils croyaient mort. Ce fut une réunion frénétique et désespérée, pleine de larmes et de cris de soulagement, sur la piste même. Il a été transféré de l'hélicoptère à une ambulance qui l'attendait. Même là, déjà allongé sur une civière, il a réussi à saluer de la main les dizaines de personnes rassemblées près de la clôture de l'aéroport. Il a été immédiatement transporté dans un hôpital privé. Les médecins, déjà prêts à l'accueillir, ont été choqués par son état, mais étonnés qu'il soit conscient. Le dossier médical établi ce soir-là consignait les faits bruts mais choquants. Les 36 jours de survie d'Antonio lui avaient en coûté 25 kilos. Son corps était dans un état d'extrême déshydratation et d'épuisement profond. Il a immédiatement été mis sous perfusion pour compenser sa perte de liquide et de nutriments essentiels. Antonio Senna, 36 jours plus tard, était sain et sauf. Le 20 mars, après plusieurs semaines de convalescence intensive à l'hôpital, les retrouvailles tant attendues avec sa mère, Rolene, ont eu lieu. Antonio Senna, dont les mains tremblaient encore visiblement, regardait le monde avec un regard neuf, essayant de comprendre toute la profondeur de ce qui s'était passé. L'homme qui était monté à bord de ce Cessna le 28 janvier n'existait plus. Ce vol était un compromis avec sa conscience, un vol qui transportait du carburant diesel pour détruire la forêt. Mais son retour, le 6 mars, est devenu l'histoire d'un homme sauvé par la forêt elle-même. La jungle qu'il avait indirectement contribué à empoisonner a fini par lui offrir tout ce dont il avait besoin pour survivre. Il a pu s'approvisionner en eau potable dans les ruisseaux lorsque ses propres réserves se sont épuisées. Les singes lui ont littéralement montré où trouver de la nourriture en lui apprenant à manger le fruit breu. Il a trouvé des protéines précieuses sous la forme d'œufs bleus, nambu. Et s'est abrité sous de larges feuilles de palmier. Cette expérience de survie de 36 jours s'est transformée en une véritable renaissance. Il a profondément compris que l'Amazonie n'est pas seulement une ressource. Comme il le dira lui-même plus tard, ce n'est pas une seule forêt, mais 4 ou 5 forêts différentes entrelacées. Et cette compréhension s'est accompagnée d'une nouvelle mission, consacrer sa seconde vie qui lui a été offerte à la protection de la forêt.